Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1971. Mon mari, mon amour est mort, tué sur une route en Libye. J'avais dit que s'il mourait, je mourrais aussi. Je vis. Je vivrai encore pour ma fille. Elle a 4 mois. Je fais une demande d'emploi au ministère de la Coopération, et un matin on m'appelle au téléphone. Nous avons un poste pour vous à Niamey, au Niger. L'acceptez-vous ? Je ne réfléchis pas une seconde. Oui, bien sûr. Quel travail ? Productrice d'émissions télévisuelles. J'accepte. Vous allez recevoir votre contrat. Je suis éberluée, sonnée. Productrice ? En quoi cela consiste ? Cette appellation me paraît obscure, inquiétante, hors de mes compétences. Serais-je capable ? Où ? À Niamey. Je n'ai pas entendu parler de cette ville. Je me précipite sur un guide des années 60 que mon père a dans son bureau. Niger, capitale Niamey, 450 000 habitants, ville sans intérêt. Sans intérêt. Après tout, qu'importe. J'ai du travail. Je pars. Je découvrirai. Et malgré ce sans intérêt, cette absence de repères, cet inconnu, une immense joie m'envahit. Je pars, cela seul compte. J'ai su plus tard que des émissions que j'avais écrites pour la radio et la télévision en Lorraine, conjuguées à mon métier d'institutrice, avaient décidé de ce choix, soutenu par le consul de France en Libye pour qui le décès de Serge avait suscité beaucoup d'émotions. Pilote de Mirage, officier, compagnon apprécié de tous, père d'un bébé, Sandra notre fille, et mourir à 37 ans. C'est sans doute grâce à lui que je vais m'envoler pour Niamey. Merci Serge de veiller encore sur nous. Dans l'avion, je me pose 100 questions. Saurais-je me situer dans cette ville inconnue ? Où vais-je loger ? Trouverai-je l'alimentation et les soins nécessaires à la vie d'un bébé ? Serais-je compétente dans mon travail ? Les questions me harcèlent mais ne m'inquiètent pas. Ce départ me donne une sérénité absolue. J'ai vécu le pire avec la mort de Serge. Tout ce qui peut m'arriver maintenant ne peut plus me bouleverser. J'affronterai toutes les difficultés. Tout se passe admirablement bien. 2 personnes de la télévision m'accueillent à l'aéroport et me conduisent à l'appartement d'un immeuble qui sera dorénavant mon logement. Il est situé au centre de la ville, face à une piscine que j'apprécierai beaucoup par la suite. Délicatesse qui me touche. Le réfrigérateur est plein d'aliments et de boissons fraîches et ce qui me paraît le comble du luxe, il y a un climatiseur dans la chambre, objet pratiquement inconnu dans nos régions tempérées. Je doute de son utilité. Vous en aurez besoin. Si la température est de 30 degrés en ce moment, vers le mois de mai 50 degrés ne seront pas exceptionnels. Je m'installe et peu à peu, je fais ma place dans le grand système de la télévision scolaire. Je suis chargée d'écrire des scénarios qui seront filmés, enregistrés et diffusés dans des écoles de brousse, près des villages où les enfants ne sont pas scolarisés. Les villages n'ont pas d'électricité. Ce sont des capteurs solaires qui fournissent le courant utile à la marche des récepteurs. Le poste de télévision est dans la classe. Un maître au rôle d'animateur, répétiteur, suit chaque émission et à l'aide d'un livret qui accompagne la leçon fait travailler les enfants. L'année précédente, il a fallu préparer les élèves à l'approche de l'image. Il a fallu filmer des personnes en entier. Un plan réduit jusqu'à la taille terrorisait les enfants qui croyaient voir une personne coupée en 2. Ils s'effrayaient d'un zoom et cachaient leur visage sur leur bureau, ou se levaient pour voir derrière le téléviseur celui qui s'y cachait. Certains pleuraient, convaincus d'assister à des manifestations de génie sorcier. Il a fallu plusieurs mois pour effacer la peur de l'inexpliqué. L'accoutumance à l'image s'est faite, et pour illustrer les leçons, l'imagination a libre cours. Tous les procédés s'utilisent: sketch, jeux, photos, films, marionnettes, mimes, dessins, reportages. Chaque bureau a sa spécialité: français, dessin, musique, maths, travaux pratiques, sport. Je me suis chargée des activités d'éveil, ce qui me convient et me permet effectivement d'imaginer librement et d'inventer des histoires attrayantes. Chaque bureau a son réalisateur, son photographe, son cinéaste et son preneur de son. C'est ainsi que Claude, un collègue, me dit: Je vais partir dans un campement touareg. Pourrais-je aller avec toi ? Je prendrai un magnétophone, et si c'est possible j'enregistrerai de la musique ou des chants.
Oui, viens. Des paroles de mon père à propos des Touaregs, je n'avais retenu que les images d'hommes grands, mystérieux, au visage entièrement voilé, de guerriers intrépides fidèles à la parole donnée et à leur code d'honneur particulier. Je ne savais rien de leur vie, de leurs pensées, de leur culture, et je n'avais jamais imaginé pouvoir m'approcher d'eux. Pourtant, un jour en Libye j'en avais rencontré un qui achetait du thé dans une petite échoppe arabe. Un turban noir ne dévoilait que des yeux très grands soulignés de colle et je fus subjugué, non seulement par les yeux, mais par la stature, le maintien, les gestes souples, les mains incroyablement fines. En quelques secondes de vision j'avais rencontré la beauté. Lorsqu'il sortit de la boutique j'aurais voulu courir après lui, le retenir pour le voir encore. J'ai le souvenir d'un éclair de lumière, d'un soleil dans un ciel blanc qui éblouit puis s'éteint brusquement. Où rencontrer des Touaregs ? Il est impossible de les approcher. Ils vivent entre eux, n'acceptent pas les étrangers, ne veulent pas communiquer. Ce sont des sauvages. Et me vint à l'esprit le titre d'un article paru dans une revue de 1930. Sous le voile des Touaregs, ou les derniers sauvages de race blanche. J'irai donc chez les sauvages. Nous irons chez les Kelégla, d'une tribu de l'Aïr, une région montagneuse près d'Agadès, Kel signifiant des gens de. Leur campement est situé à Baga près de Tawa, à plus de 400 km d'ici. Nous partirons très tôt, demain matin. Nous y resterons 2 jours. J'emporte le lit pliant en toile pour que ma fille puisse dormir, car elle fait partie de l'aventure. Elle a 7 mois maintenant. Après avoir suivi la route goudronnée qui va de Niamey à Tawa, nous bifurquons sur une piste à peine visible qui disparaît devant une vaste plaine ocre. Nous sommes arrivés. Je ne vois aucune tente, aucune personne, sauf des touffes d'herbes jaunies, des arbustes épineux, quelques acacias. Claude klaxonne. Quelques minutes plus tard, le 4x4 est entouré d'hommes, de femmes et d'enfants qui rient, tendent leurs mains vers nous. Bonjour, bonjour. Nous les suivons et j'aperçois la première tente de cuir rouge à demi cachée par 2 bosquets. Elle est faite de peaux de chèvre cousues entre elles. Les tentes sont très dispersées sur une étendue à perte de vue, car comme le dit le proverbe, éloignez vos tentes, rapprochez vos cœurs. Un autre groupe nous attend et nous invite à entrer sous la tente. C'est un vélum d'une 50aine de peaux tannées et imperméabilisées. Il est d'aspect rectangulaire posé sur des piquets de bois. Il faut se baisser, presque ramper pour pénétrer à l'intérieur. Nous nous serrons. Je m'allonge sur une couverture avec Sandra dans mes bras. Tous s'extasient sur ma fille mais n'osent pas la toucher. Quelqu'un glisse un coussin de cuir sous mon coude et un autre contre mes reins. Dans ce lacis de jambes et de mains, qui me palpe le mollet et qui me masse la cheville. C'est une vieille femme qui me sourit d'un air entendu. C'est pour soulager la fatigue, dit un homme qui a surpris nos regards. Je m'abandonne. Tout à la joie d'être avec les Touaregs. Mes pensées s'évaporent. Un enfant apporte de l'eau dans une outre. Un autre balance un brasero, sorte de fourneau portatif où déjà rougissent des braises. Un homme y pose une petite théière en émail bleu, et de temps en temps soulève le couvercle. Une vapeur sort et un léger chuintement se fait entendre. Nous attendons tous. Des paroles s'échangent que je ne comprends pas car ils parlent la langue tamatchèque. Je suis surprise par la tonalité de la voix des hommes, douce, sourde, avec des inflexions presque chantantes. Aucun parlait fort. Les femmes ont le rire plus aigu. Pas un enfant ne murmure ni ne pleure. Ils sont assis sagement et écoutent. Leurs grands yeux sombres nous dévisagent avec étonnement. Les plus petits se blottissent dans les jambes de leur père. Une femme détache son bébé qui dort dans son dos, et sans façon le dépose sur mes genoux. L'homme qui fait le thé s'appelle Abdul Menan. Son frère aîné, Sagedou, est le chef de cette fraction de l'Aïr. Après avoir transvasé plusieurs fois le thé de la théière au verre, Abdul Menan fait couler le liquide ambré de la hauteur de sa main levée. Le premier verre est prêt. Il en remplit plusieurs mini-verres cannelés, et nous sert en premier. Les verres passent de main en main. Les hommes font des grands bruits d'aspiration de la bouche, alors que j'essaie d'avaler discrètement. Ce breuvage est âpre, difficile à ingurgiter, à retourner l'estomac. C'est le premier, m'explique Claude. Il est fort. Les autres seront de plus en plus doux. La quantité de thé vert reste la même mais on ajoute du sucre et de l'eau. Les autres ?
Oui, il faut boire 3 verres de thé? C'est la tradition. Ce serait une offense de refuser. Un jeune homme d'une quinzaine d'années qui nous écoute, ajoute. Le premier verre est âpre comme la vie. Le deuxième verre est doux comme l'amour. Le troisième est suave comme la mort. Et le quatrième, on peut le donner aux petits-enfants. Tu parles bien français? Je suis allé à l'école, et j'ai servi chez des Blancs. J'ai appris à parler. Comment t'appelles-tu? Mohamedou. Le deuxième verre de thé est sucré, délicieux. Le troisième est fade. C'est l'amour que je préfère. C'est du thé vert qui vient de Chine ou d'Inde, et que les Touaregs achètent sur les marchés. Ils en dégustent plusieurs fois dans la journée, et plus encore quand il y a des invités. La cérémonie du thé dure le temps des 3 verres. C'est paraît-il pour prendre le temps de se connaître, de communiquer les nouvelles des uns et des autres, et de ne pas aborder précipitamment des sujets qui pourraient être sérieux. Les enfants s'endorment. Les adultes, hommes et femmes parlent. Mohamedou traduit. La saison des pluies dure normalement de juin à septembre. Mais cette année elle a été mauvaise, et c'est le deuxième été que les nuages passent sans déverser la moindre goutte. Quelques chèvres sont mortes par manque de pâturage. Nous avions une mare qui s'est asséchée, et le ruisseau qui passe là, Mohamedou du doigt désigne un espace lointain, a encore un filet d'eau. Cela suffit pour abreuver les animaux, et nous avons un puits qui n'est pas tari. Claude m'explique que la sécheresse les inquiète. Ce n'est pas tellement le manque d'eau, mais c'est le manque de pâturage. Sans pluie, le sol se craquelle, se durcit comme un vieux parchemin et aucune graine ne peut germer. Les animaux ne trouveront rien à brouter et mourront. Je ne ressens pas leur inquiétude. Ils rient, plaisantent, comme s'ils étaient les gens les plus heureux du monde. Ils sont heureux car cet instant est joyeux, et ils savent apprécier leur présence sans s'encombrer de pensées alarmantes. Demain sera un autre jour. Il sera temps de le vivre. Inch'Allah. J'apprécie Abdulmenan. Je le surprends à toujours observer si tout va bien pour nous. Le front et la bouche dissimulés par le litam noir, laissent voir un visage au teint clair et très fin. Ses gestes sont délicats, presque précieux. À l'extérieur de la tente, un homme, à l'aide d'une grosse pierre, casse les branches d'un acacia mort. Il fait un grand feu qui illumine le site devenu gris à la nuit tombante. Il y a pas de crépuscule. En quelques minutes l'obscurité est totale. Pourtant il est à peine 18 heures. Et ce sera toujours aussi ponctuel, tous les jours de l'année. Nous nous trouvons assis en cercle autour d'un grand plat de bois rempli de riz et de morceaux de viande. Ils ont tué une chèvre. Pourquoi? C'est l'hospitalité. Nous pouvons nous passer de chèvres. Et même s'ils n'avaient eu qu'une chèvre, ils l'auraient tuée pour nous. J'en suis attristé, pour la perte d'un animal de leur cheptel, et pour la malheureuse bête sacrifiée. Abdulmenan, de sa main, fouille dans le riz à la recherche de quelques morceaux et les place devant moi. Et que je mange. Bien que je n'aime guère la viande, je m'efforce de mâcher cette chair un peu dure. Sans aucun mot échangé, Abdulmenan devance nos demandes. Il sait que Claude veut du piment, que moi j'ai soif ou que la position assise me fait mal aux jambes. Il guette nos attitudes pour nous offrir le meilleur confort possible. Les flammes du feu jettent des lueurs dorées sur les visages, où luit la brillance de grands yeux noirs. L'ensemble de l'assistance forme une masse sombre, informe et de cette ombre jaillit de temps en temps un éclat de rire ou la voix aiguë d'une femme. Il n'y a rien au-dessus de nos têtes, que le ciel étoilé. Une femme tape sur le tinde accent aigu, un instrument de percussion fabriqué à la hâte avec une peau de chèvre tendue sur un mortier. Elle scande un rythme régulier, lancinant, et tous battent des mains. Les enfants réveillés imitent leurs parents. Saguedou, le chef, envoie chercher une femme qui joue de l'imzad, sorte de violon fait avec une calebasse sur laquelle on a tendu une peau et une corde en crin de cheval. Un archer gratte cette cordelette qui donne un son étrange, géniard, douloureux, et qui verse de la nostalgie dans les cœurs. L'imzad joue et tous font silence. Au souffle suspendu, je sens l'assistance troublée, recueillie. Une femme chante. D'autres reprennent avec elle ce qui semble un refrain. Les hommes fredonnent un air, et de temps en temps lancent un cri guttural tel un cri de guerre qui donne le frisson. Je ne sais pas combien d'heures passent ainsi. Soudain, à un signal donné par Saguedou, ils se lèvent et s'en vont.
Ils m'ont laissé leur tente. Je dresse le lit de Sandra et la couche. Elle dort depuis longtemps sans avoir été gênée par les chants, la musique, les cris rudes des hommes et les rires des femmes. Je dors sur une couverture posée sur le sable, à côté du lit de Sandra. Une ombre s'approche, se coule sous la tente et dépose quelque chose sous le lit de Sandra, puis se retire en silence. Dans l'obscurité, je ne vois pas ce que c'est. J'allume ma lampe torche et je vois la tête de la chèvre sacrifiée. Et durant toute la nuit, quand je tourne la tête vers le lit de Sandra, à hauteur de mon visage, je sais que la tête coupée est là, qui veille. Gage de bonheur pour Sandra sans doute. Je dors peu et à l'aube, par l'ouverture de la tente, je vois le ciel et les étoiles qui pâlissent. Un long sol jaune piqueté du gris des arbustes apparaît. Je ne dors plus du tout, car commence une cacophonie incroyable. Les chevreaux, ânons, chamelons appellent leur mère qui leur répondent. Tout le monde animal attend la nourriture du matin, et les petits bergers s'apprêtent à partir vers les pâturages. Je me demande comment on peut appeler pâturage, ce sol fait de sable et de pierre. Par-ci par-là, une touffe d'herbe surgit, mais une nourriture suffisante? La femme de Saguedou m'apporte un bol de lait de chamelle. C'est mousseux et délicieux. J'aimerais m'alimenter de ce lait, et ne pas manger la chair grillée de la chèvre. Abdul Menan vient ensuite avec un plat de haricots mélangés à des abats. Je fais non de la tête, gêné de refuser. Claude arrive et je l'implore de m'aider. Je ne peux pas manger ça, au petit déjeuner. Eh bien, dit Kala Kala. Kala Kala? Ce qui veut dire non. Il ne se vexera pas si tu refuses. Les Touaregs ne comprennent pas nos comportements, mais ils les acceptent, car pour eux c'est la liberté de chacun qui importe. Abdul Menan? Kala Kala. Il rit et repart avec son plat. Ne t'inquiète pas. Ton refus va faire le bonheur de quelqu'un qui ne laissera pas un haricot. Bien souvent plus tard, j'ai pu constater combien les Touaregs étaient tolérants et libérés des conventions qui parfois nous étouffent. Être simple, naturel, suffit à nous faire accepter, et si nous savons sourire, rire, nous serons des hôtes de choix. J'observe les chevreaux restés dans l'enclos. Ils ont été, et rassasiés, ils dodelinent de la tête en s'endormant les uns contre les autres. Ils sont attendrissants à en pleurer. Une fille de teint noir fait tomber quelques gousses d'un acacia, et les porte aux cabris et agneaux un peu plus âgés. C'est une servante ou Bella, certainement la fille d'un serviteur noir, descendant des esclaves d'autrefois. Aujourd'hui, ils sont libres, mais restent dans la famille Touareg qui les a pris en charge. Ils travaillent pour cette famille et adoptent l'habillement, la langue, les habitudes de leur maître. L'enfant Bella garde le troupeau en compagnie du fils du maître du même âge que lui. Ils ont les mêmes jeux et grandissant ensemble, deviendront amis, sans pourtant ne jamais oublier que leurs conditions les distingueront toute leur vie. Un jeune homme noble, sauf exception, n'épousera pas une fille Bella. Une chamelle ne se décide pas à partir. Elle blatère pour rester avec son petit, et lui pleure en tirant désespérant sur la tâche qui le retient au sol. Un enfant oblige la chamelle à rejoindre le troupeau déjà éloigné. Elle obéit de mauvaise grâce et rue de ses pattes arrière. Le chamelon pleure et ne têtera que ce soir au retour du troupeau. À côté de cette masse récalcitrante, l'enfant paraît tout petit, fragile. Il n'a pas peur et grimpe sur son dos. Avec stupeur et émotion, j'assiste à l'envolée de cette chamelle entraînant avec elle un petit bout d'homme accroché à sa bosse. Je sens monter en moi ma première bouffée d'amour pour le dromadaire que beaucoup disent être laid, et que je trouve superbe. On le compare à l'arc-en-ciel car il suit sa piste dans l'immensité du désert, comme l'arc-en-ciel dans l'immensité du ciel. Je veux tout savoir sur le dromadaire qu'on appelle chameau, bien que les chameaux ne vivent qu'en Asie. Combien peut-il porter? Combien de kilomètres fera-t-il dans une journée? Combien de jours sans boire? La chamelle donne-t-elle beaucoup de lait? Et à chaque question Mohamedou me répond invariablement. Je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais compté. Les kilomètres se transforment en heures de marche, les expéditions lointaines en journées, et la quantité de lait en une ou plusieurs calebasses. Est-ce vrai que si tu as soif, tu peux tuer ton chameau et boire le liquide qui est dans son estomac? C'est vrai. Tu as soif, tu vas mourir, tu tues ton chameau, tu bois l'eau. Ton chameau, il est mort. Toi, tu vis. Combien de temps peut-il rester sans boire? Je ne sais pas.
Moi, je n'ai jamais compté. Ton chameau, il boit un jour toute la journée. Le lendemain, il boit encore tout le jour. Il boit, et alors il peut rester 20 jours, 30 jours sans boire, mais il lui faudra de l'herbe à manger. J'ai finalement appris qu'après une telle abstinence, le dromadaire à la fin de son parcours pouvait avaler 200 litres d'eau. Tu as un chameau, toi? Oui, j'en ai plusieurs, mais mon préféré c'est Atla, le blanc que tu vois là-bas. Lui, il peut marcher pendant un mois sans boire. Tu sais, un chameau pour nous les Touaregs, c'est plus beau que tout. Et il m'explique qu'Atla est un méhari, et le méhari se différencie du dromadaire de bas, comme se différencie un cheval de course et un cheval de trait. Je comprends l'amour des Touaregs pour le dromadaire, et je comprends aussi qu'il est inutile de poser des questions précises. Combien ceci? Combien cela? Il ne pèse pas. Il ne mesure pas. Il faut oublier la manie que nous avons de tout convertir en chiffres. Tu veux monter sur un chameau? Oui, mais j'ai peur. C'est facile, tu vas voir. Je vais t'en chercher un bien gentil. Certains sont méchants? Oui, dangereux. Ils ne sont pas tous gentils et ils ne connaissent pas les Français. Mohamedou revient avec un dromadaire mâle de belle couleur de sable. Il le fait accroupir et avec des liens passés sous son ventre fixe une selle. Saguedou et Abdulmenan m'aident à m'installer. Enlève tes chaussures, il ne faut pas lui faire mal. Ils me tiennent pendant que l'animal se lève en deux temps qui me projettent en arrière, puis en avant. Je pose mes pieds nus sur le cou. Son poil est doux et tiède. Prends la rêne. Tire à droite, à gauche, où tu veux aller. Le dromadaire démarre, et ma main gauche s'agrippe désespérément au dossier de la selle derrière moi. Les jeunes gens s'approchent et rient de me voir mal assuré. Juché de si haut, je vois les gamins qui parlent en me regardant et des femmes qui me font des signes d'encouragement. J'essaie de rester digne et souriante car tous guettent mon comportement et en parleront à la veillée sous la tente. Je fais piètre figure, et j'admire leur agilité quand ils me font la démonstration de leur prouesse. Ils abaissent leur monture, mettent un pied sur le garrot et montent sans selle les pieds croisés sur le cou. Ils tapent le flanc de l'animal et le lancent à toute vitesse. Ils deviennent acrobates, équilibristes quand ils se mettent debout, ou se couchent au travers sur le dos de la bête jambes et bras ballants. Ils changent de méhari sans descendre, au trot. Certains garçons n'ont pas même 15 ans. Une course s'organise. Tout le campement est au spectacle. Les femmes applaudissent. Les chameliers les frôlent. Elles hurlent. Les enfants courent partout et je m'étonne qu'aucun ne soit renversé. Sur son méhari, Saguedou semble doté d'une autorité indiscutable. Il sourit. Sa monture lève haut son cou et sa lippe dédaigneuse semble verser sur nous tout son mépris. Abdulmenan refait son chèche qui s'est déroulé et flotte au vent, puis il caresse sa bête couverte de sueur. Je constate encore combien les hommes sont soucieux du bien-être de leur dromadaire. Abdulmenan enfouit dans la bouche du sien une boule de thé mouillé, celui des feuilles bouillies la veille. Il lui caresse l'encolure puis me dit admiratif. Il aime le thé. Saguedou demande à un berger d'emmener les méharas au repos. Ils partent tous d'un pas lent, levant haut leur tête orgueilleuse. Je me promène près du ruisseau à peine large d'1 mètre mais qui, par endroits, offre des vasques dans lesquelles je laisse Sandra barboter. Elle rit aux éclats, heureuse de cette fraîcheur. Les enfants qui nous ont suivis rient aussi. Est-ce cette petite fraîcheur qui attire les oiseaux? Il y en a beaucoup. Des choucas, sortes de corbeaux gris et blancs, des pique-bœufs, des martins pêcheurs, des échassiers blancs aux allures d'ibis, des minuscules cardinaux noirs. Un vautour posé sur un talas desséché s'envole lourdement. Les autres oiseaux ne s'éloignent pas. 2 femmes versent de l'eau sur leur corps. La poitrine nue, les reins serrés par un pagne, elles font leur toilette sans être gênées par ma présence. Un jeune homme emplit une outre de cette eau qui servira à boire, à se laver, à préparer la cuisine. Nous nous retrouvons tous au repas, autour du plat unique de riz et chèvre arrosé d'une sauce mystérieuse aux senteurs d'herbe et de condiments. Je n'ai aucune idée de l'heure de la journée, et je m'en veux de penser au cycle des aiguilles d'une horloge. Quelle importance ici, alors que n'existe aucune heure fixe pour s'alimenter. Avec sa stupéfiante intuition, Abdulmenan me dit « On suit le soleil ». Mohamedou ajoute « L'homme a inventé la montre, Dieu a inventé le temps. Ce temps s'en va doucement, en paroles,
rire, air fredonné, berceuse chantée par une maman à son bébé. Deux femmes se tressent leurs longs cheveux. D'autres s'épouillent, faisant claquer sur leurs doigts les bêtes indésirables. Des enfants jouent. Ils ont creusé des cavités dans le sable, y ont déposé des petits cailloux et les font avancer, reculer, disparaître dans leurs mains. C'est le jeu de la Wallet. Ils me font signe de me joindre à eux. Non, j'apprendrai plus tard. Il fait trop chaud. Des conversations, je ne comprends rien sauf quelque chose qui a rapport au chameau. Mohamedou semble en colère. Non, je ne prête pas mon chameau à n'importe qui. Je ne veux pas qu'on le botte. Je le garde. Saguedou explique qu'en ce moment, des voleurs emmènent les Méharas. Abdulmenan n'a qu'un remède à cela, faire des talismans par le marabout et accrocher ses gris-gris au cou des animaux. Un vieillard parle, et Mohamedou traduit. Nous savons tout reconnaître des traces d'un animal. Nous savons si le dromadaire est chargé ou libre, s'il est âgé ou jeune, blessé ou en parfaite vitalité, mâle ou femelle, et nous reconnaissons même à quelle tribu il appartient. C'est ainsi qu'avec des amis, nous sommes arrivés au repère des bandits, et nous avons pu reprendre les dromadaires qu'ils nous avaient volés. Rechtou, l'épouse de Saguedou, veut m'apprendre à écrire mon prénom en tifinagh, l'écriture des Touaregs, l'une des plus anciennes écritures que les linguistes situent au VIe siècle avant Jésus-Christ. C'est la mère qui enseigne à ses enfants, filles ou garçons, les caractères de l'alphabet. Inlassablement elle trace chaque signe sur le sable, le fait répéter et l'efface. La mémoire de l'enfant doit remplacer celle du sable qui n'en garde aucune. On trouve cette écriture sur des rochers, des gravures rupestres, des omoplates de chameaux morts, sur n'importe quel support solide, mais elle est toujours vivante. Les Touaregs l'utilisent pour écrire leurs noms, signer les objets artisanaux, envoyer des messages, personnaliser des paquets. C'est une jolie écriture non cursive, faite de bâtonnets et d'éléments géométriques. La difficulté de la lecture réside en ce que l'alphabet est essentiellement consonantique, et que les voyelles ne sont transcrites que par un point en fin de mot. Je m'applique, et après mon enseignante je répète. Me, Gé, Mi, Gui, et clame triomphalement Magui. Et pourquoi pas Miga, Mogou? Cette absence de voyelles ne semble pas créer de difficultés spéciales au locuteur. Le tifinagh s'écrit de bas en haut, de gauche à droite, suivant la place du support, mais il y a quelques signes qui en donnent l'orientation. Cet apprentissage est fascinant. Je veux tout savoir de cette écriture, et sans m'en rendre compte l'obscurité s'insinue sous la tente. C'est déjà le soir, qui nous trouve affalés sur les couvertures, en totale harmonie les uns avec les autres. Il me semble que je vis avec eux depuis des jours et des jours. Nous ne parlons pas la même langue, mais nous nous comprenons comme si nos pensées s'inscrivaient dans l'espace. Comment expliquer cette magie sinon par la tendresse chaleureuse de ces gens qui nous ont accueillis en toute simplicité, sans réserve, sans protocole, comme si nous étions de leur propre famille. La soirée ressemble à celle de la veille, mais une fois les 3 verres de thé servis, les adolescents ont voulu nous montrer leur jeu. Planter la takuba, l'épée, dans le sol et se contorsionner pour passer en dessous, s'accroupir avec un verre d'eau sur le front et se mettre debout sans le renverser, jongler du bout des doigts avec des minuscules bouts de bois et tenter de répondre aux énigmes et devinettes posées. Je me sens complètement intégré dans leur bonne humeur. L'imzad et le tinde accent aigu retentissent tard dans la nuit. Battez des mains, rythmez le tinde accent aigu, venez là où se donne rendez-vous, les voiles de laine blanche, les boucles d'oreilles et les voiles noirs. Battez des mains, rythmez le tinde accent aigu. Il faut quitter nos amis, repartir à Niamey, reprendre le travail à la télévision où nos quelques photos pourront servir de support à un travail scolaire. Ils sont tous venus nous dire au revoir. Mis à part Abdulmenan, son épouse, ses 2 jolies fillettes, Mariama et Fanou, et mis à part également Saguedou, Rechatou sa femme et leurs 2 fils, ainsi que Mohamedou, je ne peux mettre aucun nom sur les visages qui nous entourent. La belle Tadmekat semble mariée à Ramadan, un fils adoptif d'Abdulmenan, mais peut-être est-elle simplement amoureuse tant son regard sur lui est long et tendre. Je ne peux pas dire qui sont le fils, le père, le neveu, le frère, la sœur. Ils sont tous cela à la fois, tous cousins, et les hommes s'appellent tous entre eux « mon frère ». Les époux n'ont pas de gestes amoureux en public, mais les hommes se promènent main dans la main et ce qu'on pourrait prendre pour de l'homosexualité n'est que de l'amitié.
Je suis triste de les quitter, mais il serait indécent de verser quelques larmes. Les émotions joyeuses ou tristes ne se montrent pas. Dans le 4x4, je fais des grands gestes du bras jusqu'au bout de la piste, à ne plus les voir, et je suis presque choqué qu'ils tournent le dos sans répondre une seule fois à nos au revoir. Il faut avoir le chagrin de partir pour avoir la joie de se retrouver. Je reviendrai. Depuis mon trop court séjour au campement de Baga, depuis l'écoute de ces chants, je rêve d'en recueillir le plus grand nombre possible. Je voudrais interroger les vieillards, m'instruire de leur passé et de leurs légendes, collecter tout le savoir touareg, tout ce qui fait leur histoire, leur poésie. À Niamey, un touareg m'indique la maison de Mano Dayak, nigérien, qui sera plus tard un chef rebelle dans les années 90, qui jouera un rôle considérable auprès des Touaregs et sera l'un des grands artisans de la paix au Niger. Va le voir. C'est un homme instruit. Il te dira tout. Je frappe à la porte de son petit appartement, et nous sympathisons aussitôt. Il vient de se marier à une Française enseignante, Odile. Il travaille dans une entreprise de peinture. La sécheresse l'a fait fuir le coin de l'Aïr où il est né. Son travail est une obligation de survie. Il ne restera pas ici. La ville l'étouffe. Il ne la supporte plus. Il veut repartir à Agadez. Il fera le guide pour marcher encore, près de ces montagnes en bordure du Ténéré, cet espace qui convient à son cœur. Nous nous reverrons. Je vois de plus en plus de Touaregs dans les rues de Niamey. Je les reconnais de loin à leur tête enturbanée et à leur démarche particulière aux longues foulées élastiques. Ils déambulent sans chameau, les pieds nus dans des sandales ouvertes. La longue épée appelée takuba bat sur leurs hanches. Certains ont la main posée sur la garde, prêts à la défense. Leur boubou blanc ou bleu laisse voir le saroual, pantalon bouffant serré aux chevilles. Il paraît qu'ils viennent à pied depuis le nord du Mali, poussant leurs animaux jusqu'au bord du fleuve Niger. Lorsqu'ils atteignent l'eau, les bêtes épuisées boivent et n'ont plus la force de se relever. Elles meurent. On dit qu'il n'y a plus de pâturage, et qu'ils sont des milliers à se déplacer dans le Sahel. Je n'évalue pas la gravité de leur situation. Je garde le souvenir du campement de Saguédou. Là, j'ai vu des gens heureux. J'ai vu leur vie sobre, éprise de liberté dans un vaste espace leur appartenant, avec des dizaines de chameaux, chamelles, chamelons, ânes et à ce que j'ai pu évaluer, des centaines de chèvres, bien que Mohamedou m'ait dit. Combien nous avons d'animaux ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais compté. Il est vrai qu'on ne fait pas étalage de sa richesse, et que de la chiffrer porte malheur. Si j'ai abandonné la vision de guerriers intrépides sur des coursiers rapides, je refuse de perdre le rêve des seigneurs du désert. Je veux garder un peu de mon enfance, un peu de ce que mon père croyait. Je me leurre volontairement pour me complaire dans l'utopie des belles histoires qui finissent toujours bien. La réalité est tout autre, elle viendra bien assez tôt. Elle vient ce matin quand Claude m'annonce. Abdounanan est en prison. En prison ? Des Touaregs de Tawa viennent de me l'apprendre. Il a coupé un arbre pour nourrir ses animaux. Ils n'ont plus de nourriture, ils meurent. Il est interdit de couper les arbres. C'est la prison. Les Touaregs arrivent en grand nombre dans la capitale. Ils viennent auprès des habitations avec des outres, des seaux, des bassines, demander de l'eau. Le fleuve Niger s'est asséché et on peut le traverser à pied sec. L'eau de la ville est très coûteuse, et les gens n'ouvrent pas facilement leur robinet. Dans mon quartier, je suis une des rares personnes avec un autre coopérant à distribuer ce trésor augmenté de pain et de quelques morceaux de sucre. Maintenant, lorsque j'ai fini mon travail vers 17h, une queue d'hommes, femmes, enfants attendent devant la porte. J'ai appris un jour qu'il se passait le plan de mon adresse depuis le Mali. Un soir, un Touareg m'attend. Je le connais. Il est déjà venu plusieurs fois. Il a parcouru plus de 1000 kilomètres à pied avec sa famille, depuis la région de Kidal dans l'Adrar des Ifora, au nord Mali jusqu'à Niamey. Il s'appelle Rabdamou. Pourrais-tu emmener ma femme à l'hôpital ? Elle est très malade. Sa femme, Tédar, est couchée par terre, masse informe recouverte de son voile noir. À l'hôpital, on ne veut pas de nous. En effet, des groupes de Touaregs attendent devant l'entrée gardée par un vigile. Ici, on ne fait pas grand cas des souffrances. Les gens ne crient pas.
Ils attendent. Je me présente. Le gardien me fait signe d'entrer. Je désigne Rabdamou et Tédar. Ils sont avec moi. Le gardien hésite, mais à l'européenne que je représente, il n'ose pas refuser. Nous attendons 2 heures avant qu'un médecin ausculte Tédar et décide de la garder en observation. Tédar est une joueuse d'imzad réputée dans l'Adrar, et comme toute musicienne de talent, elle a été très courtisée. Elle a refusé les demandes en mariage pour n'accepter que celle de Rabdamou. Elle l'aime et lui semble en extase devant elle. Ils n'ont point d'enfants. La femme a le droit de refuser le mari que sa famille lui destine. Elle peut décider de son choix amoureux. Je suis préoccupée par tous ces gens qui attendent devant l'hôpital sans aucun espoir de se faire soigner. Comment changer cela? L'ethnie touareg est minoritaire au Niger. En afflux dans la capitale, on considère ses membres comme des parias, des citoyens de seconde zone. Errant dans leur désert, on les connaît mal. Ils aiment leur liberté plus que tout au monde. Le confort les laisse indifférents. Ils ne veulent pas manier la pioche, savent résister aux privations et sont fiers de leur vie. De telles différences ne peuvent pas les faire accepter par les autres ethnies. Depuis des millénaires, ils vivent l'antagonisme qui oppose le cultivateur à l'éleveur, le sédentaire au nomade. Les gouvernements se méfient de ces hommes libres et veulent les assagir. La population noire les déteste et affecte envers eux du mépris que retourne l'homme clair envers l'homme à la peau sombre, qui lui se courbe sur la terre. Cultiver, c'est perdre son horizon, et la perte de l'horizon est acceptée par le serviteur. C'est ce que le Touareg croit encore en ces jours de détresse dus à la sécheresse. Il croit pouvoir cheminer encore longtemps, ne possédant rien, ne servant personne, seigneur misérable et libre. Combien de temps encore durera son illusion? Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, régnaient en maîtres sur le Sahara. Nous étions respectés. Tous tremblaient devant nous. Aujourd'hui, les regards sur nous sont faits de haine ou de pitié. C'est ce que me fait comprendre Rabdamou, mais il a ajouté : les Touaregs ne disparaîtront pas. Arrivé chez moi, un jeune Touareg m'attend. C'est Rali, un Keladrar, cousin de Rabdamou. Il vient aux nouvelles. Il ne porte pas le chèche. Il est vêtu à l'européenne, comme beaucoup de jeunes qui, une fois en ville, renient le costume traditionnel. Habillé en broussard, je ne trouverai pas de travail, dit-il, excuse qui masque sa honte de passer pour un pauvre sauvage du désert. Tédar est guéri. L'épuisement de sa marche à travers le désert et le manque de nourriture l'avaient terrassé. Pour me remercier de mon aide, elle offre sa musique et ses chants de l'Adrar. Elle confectionne l'imzad devant moi, et plusieurs soirs dans la semaine, elle vient jouer et chanter, attirant tous les exilés désespérés d'avoir laissé chez eux une part de leur âme. J'enregistre sur magnétophone, je réécoute et Rali traduit. Il est allé à l'école des nomades, et a suivi des cours jusqu'à la classe de 4e. Il est vif d'esprit et saisit toutes les nuances des expressions françaises. Hommes, femmes, enfants viennent par dizaines, s'assoient par terre sur ma petite terrasse, se serrent les uns contre les autres, battent des mains, et la plupart du temps reprennent les chants dont ils connaissent les paroles. Il y en a toujours un ou une qui se charge de préparer les 3 verres de thé. Parmi les poèmes dits ou chantés par Tédar, il est question de Mahadi, qu'on pourrait surnommer le Sauveur. C'est un chef de la rébellion qui a éclaté dans les tribus Touareg de la 6e région du Mali, contre le gouvernement. Ces dissidents de l'Adrar des Ifora ont subi des fortes répressions de la part des militaires. Voici quelques extraits de ces chants. C'est l'heure où le soleil allume les pierres. Il faut lever les selles, baraquer les chameaux, les mettre au repos. Et c'est à cette heure la plus chaude que je l'ai vu, lui, Mahadi, le bandit du Mali. Il était monté sur son méhari, son Moser bien croisé sur sa selle devant lui. Mahadi est le meilleur des hommes, Mahadi qui a réconforté les femmes, celui qui a tout supporté quelle que soit la saison, et il est parti faire la guerre. Il faut dire à toutes les femmes que Mahadi est le meilleur de tous les hommes. Femmes, quand vous préparez la viande, gardez pour lui les meilleurs morceaux. Quand vous faites le thé, gardez pour Mahadi le premier verre. Quand vous vous réunissez, gardez pour Mahadi la plus belle des belles. Et je chante les louanges de Mahadi. Il y a des mots dans la main de Mahadi, des mots que Dieu seul a écrits. Mahadi mérite une belle selle, un beau fusil, du lait de chamel, une ceinture de cartouches garnie.
Je profite de ces réunions pour questionner les uns les autres, afin de mieux connaître leurs traditions. Peu à peu je connais leur histoire, mais je dois la dire à mon tour pour faciliter l'approche de ce peuple qui devient de moins en moins mystérieux et de plus en plus fascinant. Je ne suis pas historienne, je raconte ce que j'ai entendu. Dès 1958, les notables de Tombouctou Gao et Goundam écrivaient une lettre ouverte au président de la République française, aux autorités de la France d'outre-mer, de l'AOF et au commandant du cercle de Tombouctou, dont voici quelques extraits. Nous vous affirmons notre opposition formelle au fait d'être compris dans un système autonome ou fédéraliste d'Afrique noire ou d'Afrique du Nord. Nos intérêts et nos aspirations ne pourraient être en aucun cas valablement défendus, tant que nous sommes attachés à un territoire forcément gouverné par une majorité noire, dont l'éthique, les intérêts et les aspirations ne sont pas les mêmes que les nôtres. Nous vous affirmons que nous ne pourrons sous aucune forme nous soumettre à cette autorité africaine et si ce n'est pas la France, nous l'ignorerons totalement. Nous n'étions jamais soumis à aucune autorité d'Afrique noire et d'Afrique du Nord. C'est nos ancêtres sahariens qui avaient conquis l'Afrique du Nord, où ils avaient fondé Marrakech, et l'Afrique noire comme l'histoire écrite l'atteste. Tout ceci montre clairement le caractère artificiel des frontières de cette partie de l'AOF. Les lignes de démarcation n'y ont jamais tenu compte des réalités ethniques et économiques. Donc, il était nécessaire avant d'appliquer la loi cadre, et jusqu'à cette date de 1958 il n'était pas encore trop tard, de réorganiser les territoires de l'Afrique française afin que les groupes de chaque population de même intérêt, même coutume, même tradition se retrouvent ensemble et non séparés. La lettre ouverte se concluait ainsi. Pour cette solution juste, nous insistons et appelons votre haute autorité sur laquelle nous comptons toujours pour que la France établisse un barrage infranchissable entre notre pays et nos voisins d'Afrique noire et d'Afrique du Nord dont chacun d'eux depuis quelque temps considère indûment notre propre pays comme le sien par revendication et prétention, fallacieuses, injustifiées, sans valeur ni fondement. Le 22 septembre 1960, le Mali devient une république indépendante, et le premier président élu est Modibo Keïta. Le pouvoir est celui des Africains des ethnies noires, qui représentent 90% de la population malienne. La société touareg commence à perdre ses structures, mais la situation empire encore pour elle lorsque cette même année, elle est partagée entre 5 pays. L'Algérie, la Libye, le Mali, le Niger, le nord du Burkina Faso. Des lignes droites sur une carte ont tracé des frontières absurdes, plaçant les Sahariens sous une autorité totalement étrangère à leur vie. C'est l'incompréhension totale pour l'ensemble des Touaregs, comme le montrent ces réflexions que j'ai entendues. J'ai vu le drapeau que tenait un noir et j'ai pleuré, un nomade de l'Adrar. Tu vois l'homme noir derrière Keïta ? Eh bien, c'est Mali. À l'évidence, ce nomade n'avait pas compris ce que signifiait ce nom de Mali. Est-ce que mon chameau sait ce que c'est une frontière ? Et voici ce qu'en a écrit Mano Dayak dans son livre intitulé « Je suis né avec du sable dans les yeux ». Nous étions en 1962, au Niger, au 2e anniversaire de son indépendance. Nous, les Touaregs, n'étions pas concernés. Si la France avait morcelé les pays sahélo-sahariens en traçant sur une table des frontières illusoires que les nomades pouvaient commodément franchir, avec l'indépendance les policiers et les militaires des nouveaux États tels que l'Algérie, le Niger, le Mali contrôlaient les caravanes, exigeant des Touaregs qui ne savaient même pas lire des passeports et des visas. Certains, à quelques jours d'un puits, étaient refoulés vers le désert, leurs gerbasses vides ou presque. Bien sûr, à la veille de cette indépendance, certains Touaregs assistés par quelques méharistes avaient pressenti le drame prévoyant le pire. Le sultan d'Agadez et plusieurs chefs de groupements Touaregs avaient même adressé une lettre au général de Gaulle pour récuser la division du pays Touareg entre plusieurs pays. Ils demandaient la création d'un État saharien. Cette lettre ne parvint jamais à son destinataire. Interceptée au cabinet du président de la République française, elle fut renvoyée à Diori Amani, le nouveau président nigérien. Celui-ci fit aussitôt arrêter ses auteurs. Le sultan lui-même mourut en détention. En 1963, la révolte des Touaregs de l'Adrar des Ifora menée par Mahadi éclate. La répression fut terrible. Caravanes mitraillées, puis empoisonnées, campements pillés, femmes violées, hommes tués, torturés, emprisonnés à Kidal ou envoyés dans des mines de sel sans clôture car nul ne revient d'un désert sans eau.
Je cite à nouveau Mano Dayak. Un peuple qui s'éveille prend conscience de ses droits, de ses propres forces, revendique sa liberté et se met en marche. Je sais maintenant qu'au cours de certains meetings organisés par les gens du pouvoir, les soldats maliens arrachent leur turban à nos chefs, leur retirent leur takuba, la pire des offenses. S'ils interceptent les caravanes pour des contrôles d'identité, ils leur disent « Vos papiers s'il vous plaît ». En plein désert du Ténéré. En 1964, Mahadi ne veut plus faire la guerre et le chante. Vous les porte-paroles, les ingrats, tout ce que je dis des nègres, vous pouvez leur redire « Je veux entrer dans la plus grande prison du Mali », et enfin les nègres connaîtront un répit. Je n'ai peur de rien, si ce n'est de mon Dieu. Je ne crains pas le gouverneur qui n'est qu'un Bella, fils de Bella. Et si je lui donne une seule claque, il peut en mourir. Je ne connais que son nom, et je ne veux connaître que sa prison. Mahadi sera arrêté et emprisonné à Kidal. Rabdamou, sa femme Tédar, les deux sœurs de celle-ci Gunda et Sika, s'installent sur un terrain vide, sans l'ombre d'un arbre, à la périphérie de Niamey, non loin de la route qui conduit à l'aéroport. Tédar, accompagné de son violon, chante les exploits de Mahadi. Chaque dimanche avec Sandra, nous rendons visite à cette famille, apportant un peu de sucre et de thé vert car il ne manque pas de nous l'offrir. Sandra marche maintenant. Elle a dépassé sa première année. Elle essaie de soulever le pilon, trop lourd, pour piler le mil comme elle a vu Tédar le faire. Elle raffole du chevreau nouveau-né et le serre contre elle. J'avais acheté une chèvre qui a mis bas, ce qui leur permet de boire un peu de lait. Malgré tout, la nourriture est insuffisante. Je les trouve souvent alanguis, sans force, le front brûlant. Seul le thé bu à petites gorgées leur redonne l'envie de sourire et plaisanter. Gunda a une fille, Leila, qui ne s'habitue pas à ces nouvelles conditions de vie. Elle pleure sans cesse. Quel âge a Leila ? Je ne sais pas. Elle est née, l'année de la réconciliation. En septembre 1964, c'était la fin de la révolte armée de l'Adrar. Mahadi était arrêté et emprisonné à Kidal, et le cessez-le-feu était observé. Leila a donc presque 10 ans. Les Touaregs ne connaissent pas leur année de naissance, et encore moins une date précise, mais ils ont des repères par rapport à des événements et aux saisons chaudes ou froides. Rabdamou a fabriqué un abri avec des nattes dressées sur des piquets de bois. Nous nous mettons à l'ombre de ce mince abri, et nous buvons le thé. Un Touareg qui dans la journée n'a pas bu son thé tombe malade, maux de tête, jambes molles, tristesse. C'est sa drogue. Un Touareg qui n'a plus de lait à boire, tombe malade. Les vieillards privés de leur lait de chamelle meurent doucement, fatalement. Maladie sans nom. Le mil ne germe pas dans les sols stériles. Le riz acheté sur les marchés remplace donc le mil, mais les Touaregs qui jusqu'ici n'avaient jamais utilisé cet aliment sont souvent pris de diarrhée, se déshydratent, se couchent pour quelquefois ne plus se relever. C'est un peuple étendu sur un sol nu qui attend des jours meilleurs, et qui pour ne pas perdre l'espoir se gave de musique, de chants anciens et de poésies nouvelles spontanément conçues dans la tristesse de leur exil. Et Tédar chante. J'ai passé une nuit de silence, et je n'ai pas les pleurs tranquilles, la femme que j'aime m'a laissé. Comme le flacon de parfum ouvert dispense ses effluves. Comme du beurre sur le feu se répand, mon esprit s'égare. Attention si tu négliges le chameau et la femme, il ne te restera rien. Un homme n'est plus un homme sans arbre, sans parfum, sans litame, sans chameau et sans femme. Que Dieu me donne une longue vie, jusqu'à ce que j'arrive à la terre que je connais bien, jusqu'à ce que je boive du lait caillé, du lait bon pour la santé d'un homme qui part tôt le matin. J'ai levé mon regard et j'ai vu une plaine vide. Dieu fasse que je possède un beau chameau sur lequel je mettrai des beaux habits et une peau de prière. Rabdamou cherche un travail de gardien, le seul emploi qui lui soit accessible. Il a été goumier ou méhariste avec l'armée française avant l'indépendance du Mali. Il parle avec émotion de son capitaine et me demande de trouver son adresse, persuadé qu'en France, nous nous connaissons tous, comme eux se connaissent ici. Les Touaregs sont recherchés comme gardiens de bureaux administratifs, d'ambassades, de villas. Ils doivent ceci à leur réputation de guerriers courageux et à leur probité. Rally cherche aussi du travail. Et comme la télévision scolaire recrute des moniteurs animateurs pour les écoles de brousse, je lui conseille de poser sa candidature. Il accepte et est recruté. Il part à 25 km de Niamey,
dans une unique classe où trône un grand poste de télévision. Un livret pédagogique lui parvient chaque semaine. Il suit les instructions et dispense les cours avec sérieux. Il est satisfait. Seule ombre au tableau, la séparation avec sa fiancée, Nanak, restée en ville. Rally est un bon moniteur apprécié des enfants, et son travail lui plaît. Or, pendant qu'il enseigne dans son école de brousse, sa petite fiancée Nanak meurt. La malnutrition, la faiblesse de son organisme en sont peut-être les causes. Une nuit, subitement, son cœur s'est arrêté. La perspective de lui apprendre la nouvelle me fait peur. Avec ce nouveau travail substantiel, il bâtissait des projets d'avenir. Lorsque j'arrive à son école, les élèves sont en récréation. Il vient vers moi et il me dit : Nanak est morte. Comment le sais-tu ? Je le sais, elle est venue cette nuit. Elle portait une chemise blanche et elle m'a regardé tristement. J'ai compris tout de suite qu'elle venait de mourir. Je n'ai rien eu à lui apprendre. Bien souvent les Touaregs ont ces sortes de révélations. Tout au long du temps que j'ai passé à les connaître, j'aurai souvent l'occasion de constater leur étonnante intuition, leur médiumnité. Mes nouveaux amis de l'Adrar ne me font pas oublier ceux de l'Aïr, les premiers rencontrés lors de mon arrivée dans ce pays. Je décide d'aller les revoir. Un bus va chaque jour de Niamey jusqu'à Tawa. J'emmène Sandra, participante inconditionnelle de mes déplacements. Comment retrouverai-je le campement de Saguedou ? Il nomadise dans sa vallée vers Ingol, parcours traditionnel de 200 km, et avec cette sécheresse il doit beaucoup bouger, en quête de végétation. À Tawa, dans la rue, je vois un Touareg, et prise d'une inspiration subite, je l'arrête. Salam aleykoum, salut. Connaissez-vous Abdul Menan Rissa ? Oui. Savez-vous où est son campement ? Dans la vallée de Baga. C'est un peu loin. Je prends une photo dans mon sac, j'en ai plusieurs que j'avais prévu de donner à Abdul Menan, et j'écris au dos à son intention : je t'attends. Quand il me reconnaîtra sur la photo, il comprendra. L'homme accepte de porter le message. Je ne crois pas au miracle, mais quelques heures plus tard, Abdul Menan est là avec un âne. Il place Sandra et mon sac sur le bourricot, et nous partons à pied vers Baga. Abdul Menan m'agrippe le bras en signe de joie. Il parle. Je ne comprends rien. Et la prison ? Il rit. C'est fini. Et les animaux ? Son visage s'attriste. C'est fini. Foutu. Il fait nuit, lorsque nous arrivons au campement. Tous nous attendent. Je n'en finis pas de serrer les mains, à la façon Touareg. Lents effleurements de poignets, paume contre paume et doigts claqués. Saguedou balance le brasero pour ranimer les braises. La longue préparation du thé permet de nous reposer. Je suis surprise par l'absence de bruit d'animaux. Où sont les dromadaires baraqués près des tentes avec le relent lourd, de l'herbe ruminée ? L'enclos des chevreaux est-il vide ? Une seule chèvre insolente saute sur nos pieds, grimpe sur le toit de la tente, piétine nos couvertures. C'est notre rescapée, c'est notre vieille Tara. Plus solide qu'un mouflon. C'est la plus vieille. La sécheresse ne la tuera pas. La famille accepte tous ses caprices, et souveraine, elle sait qu'elle a tous les droits et s'endort paisiblement au milieu de notre groupe. Le silence de la nuit est coupé par la toux d'un enfant. Il se plaint toute la nuit, consolé par les murmures de sa mère qui tentent de l'apaiser. À l'aube, j'entends le bégaiement des chèvres. Le cheptel n'est donc pas totalement décimé ? Je vois un enfant qui rassemble 3 dromadaires, une dizaine de chèvres et 2 ânes. C'est bien peu à côté du grand troupeau vu à ma dernière visite, troupeau que Mohamedou ne voulait même pas chiffrer. Justement, Mohamedou arrive avec une cuvette contenant de l'eau chaude, sucrée, où nagent les yeux du beurre fondu. Chacun trempe un morceau de pain dans ce liquide. Ce ne sont plus les abats et les haricots que j'avais refusés. C'est une autre sorte de petit déjeuner que je trouve très bon. Les bêtes affamées s'affalent et ne se relèvent plus. C'est ainsi qu'une part du cheptel a été anéantie. Les bêtes restant encore debout, carcasses ambulantes, Abdul Menan et Saguedou ont décidé de les vendre. Des commerçants les achètent à très bas prix, 10 francs une chèvre, les font tuer rituellement et les exportent au Nigeria. Les éleveurs n'ont pas d'autre solution, et sont contraints d'accepter toute proposition.
C'est ainsi que la plupart des nomades sont devenus les bergers de troupeaux qui appartiennent aux Haoussa, une ethnie noire sédentaire habitant à Tawa. Ceux-ci ayant les moyens financiers d'acheter du fourrage ont conservé leur cheptel et l'ont confié à des Touaregs qui ne reçoivent aucun salaire mais ont le droit de boire une partie du lait des chèvres et des chamelles. Si un animal crève, le Touareg doit le rembourser et montrer la dépouille pour prouver qu'il ne l'a pas vendu ou mangé. Cette suspicion offense l'éleveur, mais il fait le dos rond, attendant des jours meilleurs et quand il pourra racheter son propre bétail. Dans tout le campement, n'appartiennent à Abdulmenan et à sa femme qu'un dromadaire mâle, une chamelle qui a accouché d'un chamelon, la vieille Tara, et 2 ânes sur 3. Le troisième est en prison chez les Haoussa pour s'être égaré volontairement dans le champ d'un cultivateur qui y avait installé un système hydraulique, lequel dans cet océan de sable et de pierre avait créé un oasis de verdure. La malheureuse bête n'avait pu résister à la tentation, et le cultivateur l'ayant surpris l'avait emmené dans son village. Attaché à un piquet, il attend sa libération contre une caution de 5000 francs CFA. Si le propriétaire ne peut pas payer l'amende, l'animal devient la propriété de son nouveau maître. Ainsi les troupeaux Haoussa prospèrent, car le plus souvent l'argent de l'amende manque. Je donne la somme exigée à Abdulmenan, et nous partons libérer l'âne. Le chef du village nous fait attendre, et lorsqu'Abdulmenan lui remet l'argent, il me regarde avec méchanceté, comprenant que mon intervention ne lui permettra pas de garder l'animal. De mauvaise grâce, il détache la corde. De retour au campement, la main d'un enfant prend la mienne et me guide je ne sais où. Des pas foulés dans le sable, des brindilles mortes craquées sous nos pas, je me laisse emmener. Tout au bout, une tente. Une pression sur mon bras me fait accroupir. J'entre sous la tente en effleurant le haut du vélum qui laisse toujours des grandes traces rouges sur les habits. La peau a été trempée dans une décoction végétale qui la rend imperméable, mais qui déteint continuellement. Une vieille femme me désigne la couverture. L'enfant glisse un coussin de cuir jaune et vert. Mon coude s'y appuie spontanément. Je suis bien. J'attends. Mes yeux se réveillent et se reposent du trop-plein de soleil. J'aperçois alors à côté de moi, dans l'ombre, une forme étendue. Anna, maman. La mère de l'enfant est malade, et il m'a conduit jusqu'à elle, persuadé que tout Européen sait guérir. Il murmure. Assafar. Assafar. Je connais ce mot pour l'avoir entendu prononcer 100 fois par les réfugiés de Niamey. Assafar signifie médicament. Assafar, c'est aussi l'aspirine qui soulage le mal de tête, diminue la fièvre. C'est le comprimé magique. J'en ai un, j'en ai toujours dans mes poches. Je le donne. Le visage de l'enfant s'ouvre d'un grand sourire. Il prend un petit verre à thé, penche l'outre d'eau suspendue à la porte, emplit le verre. Sous boit. Et la maman boit. Je regrette de ne pas être médecin, et je me dis alors qu'il serait bon qu'une équipe médicale vienne dans les campements tels celui-ci. Peut-être un jour, arriverai-je à convaincre quelques bénévoles ? Garder le troupeau des autres est une forme de survie. Les Touaregs sont réputés être d'excellents éleveurs. S'ils ne connaissent rien à l'agriculture, ils connaissent tout sur les animaux. On vient les chercher pour soigner des dromadaires. Ils savent faire l'escarification, la saignée qui enlève le sang noir, mauvais, enlever la longue épine plantée dans une sole, remettre un membre désarticulé, calmer l'irritation des maladies de peau, castrer un mâle, aider à l'accouchement d'une chamelle. Survivre, c'est vendre la tente en peau et la remplacer par des feuilles de palmier doum fixées sur des branches d'arbres. C'est partir faire des routes en Libye ou s'embaucher dans les mines de charbon d'Agadès, c'est pour les femmes vendre leurs bijoux et pour les hommes vendre leurs armes. Les hommes se séparent difficilement de leur takouba, la grande épée qui reste dans la famille de génération en génération, et qui est le symbole de leur identité. Il faut vraiment mourir de faim pour ne plus la porter à son côté. J'ai de la chance, dit Mohamedou. Mon père a eu l'instinct de ne pas conduire ses animaux dans le nord, où tous sont allés comme le veut la tradition. Il est parti au sud du Nigeria, là où s'arrête le Sahel et où commence la végétation tropicale. Il a sauvé son troupeau et sa famille. Atla vit encore ? Il vit. Il est à plaindre le jeune homme qui n'a plus de dromadaire. Et tous les jeunes disent qu'ils partiront en ville, chercheront du travail et reviendront avec de l'argent. Sans troupeau, ils ne pourront jamais se marier.
Aucune femme ne voudra un époux incapable de nourrir sa famille. Est-ce très coûteux un mariage? Beaucoup cher. Il faut 4 chameaux pour une famille noble, mais maintenant des chèvres, des ânes, des moutons peuvent les remplacer. Un chameau mâle est l'équivalent de 2 femelles ou 30 moutons. Les parents de la jeune fille donnent aussi des animaux. Tout ce qui est à la femme reste à la femme. Si elle divorce, elle garde tout. Et comment offrir comme il se doit dans nos habitudes, 5 costumes traditionnels dont l'un en indigo, des foulards de tête, pommade, parfum, savon, crème de beauté, 3 paires de sandales, des noix de cola, un foulard de tête indigo. Le boubou pour les parents n'est pas obligatoire. À la puberté, la jeune fille porte un voile sur ses cheveux mais ne cache pas son visage. Cela signifie qu'elle peut être courtisée par les hommes qui ne manqueront pas de lui faire la cour. L'un d'eux l'épousera, et il aura enfin un toit. La tente appartient à la femme. Elle a l'honneur de la monter et la démonter. L'homme ne l'aide pas dans cette tâche. Quand il se marie, il n'en est que l'hôte. Les garçons vivent sous la tente familiale jusqu'à leur adolescence. C'est alors la coupure du cordon ombilical, et c'est une déchirure pour le jeune homme qui quitte la sécurité et la chaleur de sa famille. Souvent les jeunes hommes se groupent entre célibataires dormant dans une même case, ou vont chez des cousins qui les accueillent. Ils retrouveront un foyer quand ils se marieront. Et la conversation dévie sur les femmes, avec une suite de proverbes. Elles sont nos bijoux, les lumières qui veillent dans les vallons. Elles sont trop belles pour être cachées. La femme est la ceinture qui tient le pantalon de l'homme. Famat takunt, la femme, l'étonnement. Je constate une fois de plus que seuls les hommes se voilent le visage. Un vieillard mourrait de honte si quelqu'un lui retirait son chèche devant un étranger. Ce serait déshonorant de montrer sa bouche. Quand il mange, il passe la cuillère sous le voile. L'homme toujours en partance dans des zones désertiques affronte les brûlures du soleil, les vents de sable plus élimants qu'une toile émerie. Le turban le protège. Les femmes le plus souvent restent au campement. Elles ont moins besoin de cette protection, mais elles racontent qu'un jour les hommes ayant subi une défaite dans une bataille, elles les avaient obligés à cacher leur honte. Ce serait la raison de ce voile. La femme touareg est forte dans la vie de son couple. Elle ne supporte pas d'avoir une coépouse. Le mari sait bien qu'elle partirait aussitôt, ou le chasserait. La conversation dévie de la femme à l'amour, sujet privilégié. L'amour est une étoile qui brille avec éclat. L'amour est un sentiment qui s'apprend longtemps. Est heureux celui qui partage un amour. Celui qui veut rester seul dans la vie, sera seul dans la mort. Oui, mais, dit un adolescent, l'amour est aussi une voiture qui roule avec un chauffeur aveugle et un mécanicien fou. Nous rions. Une femme détache un collier de son cou et l'attache autour du mien. Le réflexe européen est de refuser, non je ne peux pas. Chez les Touaregs, on doit accepter en toute simplicité. C'est le cœur qui donne. Le merci n'existe pas. 1974. Sandra aura 3 ans cette année. Nous nous habituons à tout. Sandra, à sa vigoureuse nounou Aoussa chamailleuse avec toutes les nounous du quartier mais toute douceur avec ma fille. Moi, à mon travail à la télévision scolaire et à nos 3 verres de thé Touareg les samedis et dimanches, et aussi, à la chaleur écrasante des rues qui nous donne l'impression de marcher dans un four. Cette année-là, les nomades atteignent le comble de leur malheur avec la sécheresse persistante, et les cultivateurs sans récolte se battent pour une poignée de mil. On parle toujours de la grande sécheresse de 1973, mais elle avait commencé en réalité dès 1969. Depuis cette date, des milliers de nomades Peuls, Touaregs, se sont exilés en Libye, en Mauritanie, au Niger, en Algérie. Ils marchaient jusqu'à l'épuisement. Ils étaient tous déshydratés, et les premières victimes ont été les vieillards, les enfants. Pour ceux qui arrivent à Niamey, le lazaret ouvre ses portes. C'est un campement organisé par la Croix-Rouge internationale. En quelques heures, il est complet. Le dispensaire ne désemplit pas. Hommes, femmes, enfants attendent en silence une place pour la transfusion. Jean-Jacques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.